Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine Bruxelles Média. Je reçois ce soir Michel Dardenne. Michel Dardenne, bonsoir. Bonsoir. Michel Dardenne, vous êtes économiste, écrivain et professeur en langue germanique, c'est ça? Oui, bien sûr. Vous avez aussi écrit un livre. Oui, sur l'islam dévoilé. Oui, l'islam dévoilé. Vous pouvez nous raconter un petit peu de... Oh, c'est-à-dire que lorsque je suis devenu musulman, j'ai été entouré de tas de gens qui me disaient « Ah bon, maintenant tu peux prendre une petite fille de 6 ans, tu peux frapper les femmes. » Enfin, ils me disaient des tas de bêtises. C'était aussi du temps des scandales de la pédophilie, donc il y a une vingtaine d'années de ça. Et donc, mon cœur et ma raison avaient du mal à venir tout ça ensemble. Et donc, voilà, j'ai fait des recherches. Et donc, voilà, le résultat des recherches, c'est que, ben non, la petite Aïcha, elle n'avait pas 6 ans, bien entendu, parce qu'elle s'est mariée au prophète. C'est à la fois des erreurs de traduction et puis des mauvaises interprétations de l'histoire. Enfin, je veux dire, l'histoire est très claire, on a les dates, on sait quand les gens sont nés, quand ils se sont convertis, quand ils se sont mariés, fiancés. Donc voilà, donc même les lapidations, couper la main, enfin j'ai rétabli un petit peu des vérités sur tout ça. D'accord, mais vous disiez aussi il y a encore quelques années sur mon plateau que vous étiez fondamentaliste. Ça a choqué un petit peu pas mal de nos téléspectateurs, mais pourquoi vous disiez toujours, et vous le dites encore aujourd'hui, que vous êtes fondamentaliste? Écoutez, fondamentaliste, si, pour voir la signification du mot fondamentaliste, on est fondamentaliste, c'est-à-dire qu'on en revient au dictionnaire, parce que c'est ça le fondamentalisme, eh bien, le dictionnaire il dit qu'il faut en revenir aux Écritures. Donc être fondamentaliste, c'est en revenir au texte. Donc si je suis fondamentaliste du code de la route, ben, j'en reviens à la loi. Oui. Donc je veux dire, je ne vois pas très bien quel est le problème. Il y a donc une crise de définition qu'il faut corriger, par exemple, chez la presse nationale et internationale. Oui, vous savez, dans la presse, le fondamentaliste, c'est peut-être pas encore si grave, parce que là, il donne un autre sens aux mots que dans le dictionnaire, mais il y a des choses bien pires, c'est-à-dire ils prennent des mots dans l'islam, par exemple, il y a djihad, qui veut dire l'effort sur soi, et puis ils changent ça et ils disent que c'est la guerre sainte, ou alors l'adjectif djihadi, djihadia au féminin, ils en font djihadistes, pour dire c'est ceux qui tuent au nom d'Allah, alors que non, dans l'islam, se lever le matin, préparer un petit déjeuner pour madame, les enfants, faire son travail, faire l'aumône, c'est ça le djihad. Donc le djihad, c'est faire l'effort pour être le meilleur citoyen possible. Il y a aussi le djihad belliqueux, le djihad qui incite à la guerre. Oui, mais ça c'est dans la sourate Tawbah, en cas de guerre. Alors en cas de guerre, oui, il faut tuer l'ennemi. Bon, je dirais chez nous, si on ne tue pas l'ennemi en cas de guerre, on mérite la peine de mort aussi. La peine de mort existe toujours en droit militaire en Belgique. Donc je veux dire, voilà, j'ai tâché dans le livre de remettre un petit peu d'ordre dans tous ces amalgames qu'on fait. Mais bon, c'est pas la première fois. D'accord, Michel. Et ce soir, vous allez nous annoncer la création d'une organisation non gouvernementale. Vous allez parler d'une ONG que vous allez créer. Et cette ONG va être en fait active dans le cadre des droits de l'homme. Pourquoi le choix d'une ONG? Pourquoi les droits de l'homme? Oui, alors d'abord, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas exercer leurs droits, sans parler seulement des pauvres, mais aussi des gens qui sont victimes de malhonnêteté, de fraude, etc. Moi, je dis toujours qu'il y a de la racaille en col blanc, beaucoup plus que de la racaille dans la rue. Aujourd'hui, les parquets et les agents de police, ils chassent celui qui, par besoin, vole une radio pour aller la revendre ou vole un vélo. Il y a parfois 1 an, 2 ans de prison pour des choses comme ça. Alors que ceux qui sont graves aujourd'hui, c'est ceux qui volent des maisons en faisant du faux, c'est ceux qui font des tas de montages éventuellement en politique pour gagner les élections, pour prendre des budgets partout. Donc la vraie racaille aujourd'hui, c'est la racaille en col blanc. Mais l'ONG, ça peut être aussi un outil de défense, par exemple, de tout ce qui est aux caricatures qui ont touché de... Oui, par exemple, quand on Mohamed Sallallahu il arrête d'elle. Oui, quand on voit par exemple ce qui s'est passé en France avec les caricatures, d'abord, le fait que ça doit être caricature, c'est pas le plus grave. Ce qui est le plus grave, je trouve, moi, hormis toute religion, c'est que ce sont les dessins d'un homme à 4 pattes, tout nu, ça vous a choqué, avec les parties privées à l'avant-plan, qu'on montre ça à des mineurs à l'école. Alors écoutez, ça serait mes enfants, je crois que je déposerai plainte contre l'école. En effet, c'est totalement inadmissible de montrer des dessins pornographiques
aux enfants à l'école. En plus, ce qui est plus grave encore, c'est qu'on a dit à un certain groupe d'enfants, des 14-15 ans, on leur a dit « Ah oui, toi t'es musulman, il vaut mieux que tu sortes de la classe avant que je montre ça ». Ça veut dire qu'on a en plus stigmatisé des gens, des jeunes, enfin, sur base de leur religion. Donc je dirais, ça c'est assez grave. Bon, alors il y a eu ce Tchétchène là, qui serait venu, venu tuer, voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans tout ça. Mais alors, ce qu'il y a eu, je trouve, enfin, évidemment, il ne méritait pas la mort. Hein. Il n'y a pas de peine de mort possible pour une chose pareille, sûrement pas dans la religion, mais même pas dans la loi, nulle part. Donc ça veut dire que de toute façon, toute la famille mérite nos meilleurs sentiments, condoléances. Mais ce qui a eu de grave après ça, c'est qu'on a eu tout un monde politique et journalistique qui a présenté ça comme étant la charia, comme étant les musulmans, ben oui, ils coupent les têtes. Et là, je dirais, ça c'est vraiment grave parce que c'est vraiment de l'outrage à la religion. D'aller dire d'aller casser des symboles, d'aller dire des mensonges à propos des règles dans une religion, c'est vraiment dire, voilà, tous les musulmans, ben, ils adhèrent à des règles, on coupe la tête à ceux qui vont dans le politique français et le président de la République parlent de la liberté d'expression, oui. et que c'est très sacré et qu'il ne faut pas toucher vraiment à cette liberté d'expression et de laisser les gens s'exprimer comme ils veulent. Oui, bon, vous savez, la Cour de justice, la Cour européenne des droits de l'homme s'est déjà prononcée là-dessus. Il y a eu comme ça un procès en Autriche où il y avait là des gens qui faisaient une conférence pour justement sur la soi-disant pédophilie du prophète, alors que je le rappelle, Aïcha, elle avait 16-17 ans lorsqu'elle s'est fiancée au prophète, elle avait bénédiction sur lui, et elle avait 18-19 ans lorsqu'elle s'est mariée avec lui. Donc je ne vois pas très bien, vous savez, une jeune femme de 18 ans. La Cour de justice, qu'est-ce qu'il a? Alors donc, la Cour de justice européenne, d'abord, ces gens se sont fait condamner suite à une plainte en Autriche, jusqu'en appel. Et puis les gens, ils ont dit non, c'est pas possible, on va aller devant la Cour européenne de justice enfin des droits de l'homme pour entendre raison. Et ils ont évoqué l'article 10, la liberté d'expression. Et la Cour de justice européenne a dit très clairement, casser les symboles et les personnages d'une religion, c'est pas de la liberté d'expression, c'est de l'outrage à la religion, et donc ça va bien au-delà, donc c'est de la diffamation. Donc cette organisation que vous allez créer, voilà, qui va avoir un siège social en Belgique. Oui, on va démarrer ça à Bruxelles, alors on va aller dans des réseaux, il y a des réseaux évidemment déjà d'organisations internationales pour la protection pour la défense des droits de l'homme et des libertés publiques, hein, parce qu'on voudrait aussi s'adresser à ça, parce que il y a des tas de choses qui se passent où il y a des gouvernements, des parlements qui prennent d'ailleurs des initiatives législatives. Hein. Regardez ce qu'ils font autour de l'islam en France. C'est totalement inconstitutionnel. Il n'y a pas une constitution en Europe qui permet que l'État se mêle de l'organisation de la religion. Est-ce que c'est pour ça que vous quittez la politique? Écoutez, la politique... Vous êtes déçu de la politique? Non, la politique, il faut quand même maintenant ouvrir les yeux. Moi, j'ai assisté à des dépouillages, j'ai assisté surtout à des dépouillages informatiques. Vous savez, moi j'ai fait 35 ans d'informatique, et lorsque j'ai vu qu'il y a une équipe d'informaticiens qui sont nommés en plus par les candidats sortants, par le Parlement, pour aller voir ce qui se passe, pour aller contrôler tout ce qui se passe dans les votes électroniques, écoutez, c'est pas de la démocratie, c'est de la fraude. Hein. Ça veut dire que tous les endroits où on avait fait des campagnes, toutes les communes, eh bien dans toutes ces communes-là, il y a eu des bugs informatiques. Ici en Belgique? Oui, à Bruxelles. Ouais. Sans aucune explication, hein, les bugs informatiques. J'étais sur place, j'ai dit c'est quoi le bug? On ne sait pas. Ah bah écoutez, les informaticiens, il ne faut pas nous déranger. Oui, et selon vous, ils ouvrent les fichiers. Bah, écoutez, ça veut dire que, vous savez, les endroits où on a eu, où on a fait campagne, on a autant de voix en pourcentage que les communes où on n'a pas montré le bout de son nez. Donc mathématiquement, c'est impossible. Je veux dire, voilà, j'ai ouvert les yeux à ce moment-là, je dis, si les règles du jeu sont telles, ça ne sert même à rien de participer. D'ailleurs, on voit aujourd'hui, avec ce qui se passe aux États-Unis, il y a des fraudes, là, on voit qu'il y a des morts qui ont voté, on voit qu'il y a certaines villes où 115% des gens ont voté, on voit qu'il y a dans les statistiques un certain nombre de résultats
résultats de vote qui rentrent d'après la capacité, enfin le volume que les machines peuvent traiter, et puis brusquement, pouf, il y en a 600 000 qui rentrent. Mais tout ça n'a pas été prouvé vraiment, parce que le ministre de la Justice de Trump a encore, il a été justement limogé il y a encore quelques jours, donc Trump a demandé son départ, parce que justement il ne trouve rien par rapport aux fraudes, et il déclare que tout était en ordre. Moi je suis ça de très près, je connais très bien les États-Unis. Il ne faut pas se méprendre la justice aux États-Unis, c'est pas comme en Belgique. La justice, elle avance, lentement mais sûrement. Ils ont déjà, par jugement, bloqué les ordinateurs. Non. Ils ont déjà bloqué les ordinateurs pour qu'on ne puisse plus y toucher, pour qu'on puisse aller voir ce qui s'est passé dans les ordinateurs. Il faut savoir que le serveur qui dirigeait les ordinateurs dans au moins 5 États, il est en Allemagne, l'armée américaine est allée le saisir. Il faut, je veux dire, c'est grave. Les élections en Amérique étaient gérées à partir de l'Allemagne. L'électronique de 5 États était gérée à partir d'un serveur en Allemagne. Enfin, vous imaginez ça. Enfin, je veux dire, il y a un camionneur qui a témoigné qu'il a dû transporter près de 300 000 bulletins de vote pré-remplis de New York jusqu'à Philadelphie. Et Biden a gagné aujourd'hui, donc tout le monde le considère comme le président. D'abord, pour qu'un président gagne, il faut pour ça un vote. Et il faut, ça sera le 14 décembre, il faut que tous les représentants des États viennent ensemble. Il y en a 538, donc avec 270, le président qui a 270 délégués de grands électeurs, comme on dit, pour lui passe. Seulement, la Constitution américaine, elle est un petit peu plus subtile que ça. Ça veut dire que si on peut remettre en cause l'intégrité du vote, alors il y a, je ne sais plus quel article, je crois, il va y avoir un blocage. Non, il n'y a pas un blocage, tout ça est prévu. Ça veut dire que si le vote n'est pas fiable, on en passe à un électeur, un grand électeur par État. Et là, c'est Trump qui passe les doigts dans le nez, parce qu'il en a 28 de son côté. Et Biden ne risque pas d'être poursuivi si jamais il s'avère qu'il a fraudé. Écoutez, il y en a déjà des démocrates qui sont poursuivis pour l'instant, qui sont déjà entendus par la justice. Actuellement, maintenant. Oui, donc ça va, c'est quelque chose qui va aller vite. Donc de toute façon, si Biden accède à la présidence, il va passer son temps à répondre aux tribunaux, et ça ne va pas durer, à mon avis, longtemps avant qu'il soit rejeté. Je rappelle que c'est de la trahison, ça, aux États-Unis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si toutes ces fraudes sont avérées, et je crois que vraiment les témoignages sont tellement nombreux que ça devient difficile de le nier, la trahison aux États-Unis, c'est la peine de mort. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Donc, ça veut dire que je crois que Biden ferait beaucoup mieux de collaborer avec la justice que de se cacher. Selon vous, qu'est-ce que Trump a fait de bien pendant son mandat? Écoutez, déjà, Trump, ce qu'il n'a pas fait, c'est le seul président depuis la Deuxième Guerre mondiale qui n'a pas fait la guerre. Il n'a pas envahi, donc au moins lui, il ne tue pas les gens. Tout à fait. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Je dirais, moi, il y a une autre chose qu'il a faite qui me touche, moi, très fort, c'est qu'il a fait une loi contre le trafic des enfants, alors que ce soit le trafic des enfants pour l'adoption, mais aussi le trafic des enfants pour les organes. On prend des enfants à gauche, il y a des business extrêmement rentables qui se passent dans le monde entier, et puisqu'il y a des gens richissimes, même des chefs d'État, qui sont impliqués là-dedans, Trump il a fait une loi où celui qui est impliqué là-dedans, il va perdre toute sa fortune. Donc on s'en fout combien il a. Toute sa fortune sera confisquée par les États-Unis pour être utilisée pour le combat contre le trafic des enfants. Donc, alors évidemment, il a remis toute l'économie en route, il a ramené des tas d'entreprises qui sortaient des États-Unis pour revenir aux États-Unis. Enfin, je veux dire, on était arrivé, avant la Covid-19, on était arrivé à peine plus de 3% de chômage. Vous savez, 3% de chômage, ça veut dire qu'en réalité, les gens sont au chômage pendant quelques semaines ou quelques mois, le temps de retrouver un autre travail, mais 3% de chômage dans une économie, ça veut dire qu'il n'y a plus assez de gens. Ça veut dire que les entrepreneurs, ils cherchent des gens. Donc, ça, c'est quand même merveilleux. Il a boosté l'économie. Il a boosté l'économie. Et donc, ça veut dire que l'économie américaine est de nouveau très forte. Il a un peu négligé la gestion du Covid au départ. Mais là, moi, je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il a, il a négligé il n'y croyait pas au départ. Oui,
enfin, alors il a dit des choses, oui c'est vrai, il ne savait pas très bien ce que c'était, mais enfin personne ne savait exactement ce que c'était. Il y a des tas de gens qui ont changé d'avis là-dessus, mais par exemple c'est quand même lui qui le premier a fermé les avions venant d'Asie, de Chine. Brusquement il a fermé les liaisons avec l'Europe aussi. L'Union européenne a dit mais enfin c'est scandaleux, comment est-ce que vous osez faire ça? C'est tout à fait démesuré, donc c'est nous qui étions en retard. Hein. Il a d'ailleurs aussi très rapidement retransformé toute l'industrie automobile pour faire des respirateurs. C'est quand même grâce à lui. Alors nous, on est en retard aujourd'hui. Hein. Oui, nous, on est en retard. Vous dites que nous sommes en retard. C'est quoi la situation par rapport à ce dossier en Belgique, de la gestion de la Covid-19? Écoutez, en Belgique, ça n'a plus rien à comprendre. On ne peut pas se laver les cheveux chez le coiffeur. Vous imaginez, il y a des vieilles personnes qui, depuis plusieurs mois, ne peuvent pas se laver les cheveux parce qu'ils ne savent pas le faire eux-mêmes. Moi, je connais une vieille dame comme ça. Elle dit le coiffeur, c'est considéré comme non essentiel. Je n'ai pas compris pourquoi. Les enfants qui grandissent, ils ne peuvent pas acheter les vêtements d'hiver parce que c'est considéré comme non essentiel. Enfin, je dis jusqu'à hier parce que maintenant, ils ont réouvert. Enfin, je veux dire, on doit tous s'entasser dans le métro pour aller au travail. Dans les écoles, il y a plein de monde. Donc, je ne comprends pas si on peut aller chez le boulanger à deux dans le magasin pour acheter du pain. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller chez le libraire ou chez le vendeur de souliers à deux dans le magasin? Ce sont des magasins à taille équivalente. Donc, d'ailleurs, le ministre de la Santé, Frank Van den Broek, a d'ailleurs déclaré, il a dit oui, si on a fermé les commerces, c'était surtout pour donner un coup psychologique pour que les gens... Donc, ça veut dire que ce n'est même pas pour des raisons sanitaires qu'ils ont fermé, c'est pour d'autres raisons politiques. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, tous les pays où il y a les confinements, les magasins fermés, les masques et autres restrictions, c'est là où il y a le plus de victimes de la Covid-19. Donc, vous savez, finalement, moi, ma grand-mère, mon père aussi, qui était médecin, disait, en hiver, il faut sortir. Il faut arrêter de rester tous à l'intérieur, même en hiver, à tous se donner des maladies, il faut sortir. Bon, écoutez, on voit maintenant dans les statistiques de la Covid-19, tous les pays où il n'y a pas de restrictions, regardez en Corée du Sud par exemple, il ne faut pas croire que c'est un pays sous-développé, ce sont des pays très avancés. Eux, par exemple, ils désinfectent tous les transports publics tous les soirs. C'est un peu le discours de ceux qui sont contre la vaccination. Ça rentre dans le cadre complotiste, ce discours en fait. Moi, je ne peux pas reconnaître vraiment l'existence de la maladie, la maladie, elle existe, elle fait 0,03% de victimes. Bon, il y a des maladies qui font bien plus grave que ça. Hein, entre nous, le sida a fait beaucoup de dégâts aussi. Mais je regardais depuis combien de temps on cherche un vaccin. C'est pas simple hein, pour le vaccin. Enfin, il y a des maladies pour lesquelles les vaccins ont fait de très haut travail. Hein. Mais ce nouveau vaccin qui arrive, alors ce n'est pas un vaccin en réalité. Hein. Il faut quand même bien écouter ce que disent les scientifiques. Ce n'est pas un vaccin, c'est un traitement génique. Ça veut dire qu'on va changer le code, enfin l'ADN des gens. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. C'est un nouveau type de traitement. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Alors, bon, écoutez, moi je ne serai pas le cobaye. Enfin, de toute façon, comme moi j'ai eu. Donc, pas de vaccin pour vous? De toute façon, j'en ai pas besoin puisque j'ai eu la Covid-19 et je m'en suis très bien remis. Ça n'a pas été très grave. Et donc, il n'y a aucune raison que j'en prenne. Mais moi, je ne peux pas la recevoir, je ne peux pas la donner. Donc, mais moi je dis non. Mon épouse, mes enfants qui n'ont pas eu, moi je ne peux en tout cas pas les vacciner. Avec un vaccin, on ne sait pas du tout ce que ça va donner à long terme. Donc il faut 5 ans, 10 ans pour voir s'il y a d'autres conséquences. Donc je crois qu'il faut rester un peu prudent et surtout éveillé, hein, parce que quand tout de suite on dévie sur les complotistes, écoutez, c'est des bêtises. Hein, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, les complotistes. Moi, je n'ai jamais vu une entreprise ou une organisation qui met toute sa stratégie à sa fenêtre. Hein. Tout le monde fait des organisations en secret, c'est le propre d'organisation humaine. Et je rappelle, la racaille en col blanc, elle est partout. La fraude, écoutez, aujourd'hui, vous savez que la fraude, c'est puni de prison, mais le parquet ne poursuit jamais. On dirait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des organisations secrètes qui clament tout ça, que ce soit la fraude fiscale, que ce soit la fraude. Il y a des tas de fraudes enfin, qui se font. La fraude électorale, il fait fraude, et alors quoi? Vous n'avez jamais entendu un parti politique qui a été poursuivi parce qu'il avait remplacé des bulletins, des votes qui avaient été pour un candidat par des votes pour lui. Je veux dire, la fraude en Belgique n'est pas du tout poursuivie. Hein, regardez, la fraude fiscale, c'est le sport national ici. C'est le sport en Europe, c'est devenu le sport en Europe.
on fera une émission rien que sur la fraude fiscale, etc. la prochaine fois. Michel, merci beaucoup de votre présence ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Et à la prochaine fois. Toujours un plaisir, à la prochaine fois. Merci beaucoup, Michel.